Si on prend au niveau mondial entre énergie primaire, donc la quantité d'énergie qu'on extrait dans la nature, et énergie utile, donc ce qu'on utilise vraiment pour des usages, c'est seulement 33%. 66% de l'énergie, elle est perdue en conversion. Il va y avoir un paradoxe assez intéressant dans la transition énergétique, c'est qu'on aura besoin de plus d'électricité mais de moins d'énergie. Si on s'intéresse à avoir un certain niveau d'usage, il n'y a aucune impossibilité physique de le faire sans énergie fossile. Alors, je trouve ça assez étonnant quand certaines personnes disent physiquement c'est pas possible. Si, c'est possible. Bienvenue à toutes et à tous sur Limites. On est là pour parler de limites planétaires, limites des ressources, limites humaines. On est là pour essayer de mieux comprendre le monde, un monde tellement complexe que parfois on se dit « Oh, vas-y, je vais mettre Netflix ou je vais jouer à un jeu vidéo ». Mais si vous avez décidé de cliquer sur Play, c'est parce que vous voulez essayer de mieux le comprendre. Eh bien, bienvenue à vous les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous êtes ici chez vous bien entendu. Et toi aussi, Greg, tu es ici chez toi. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors Greg, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Ouais, Greg de Teverman, je suis physicien à l'origine. Je travaillais pendant 15 ans sur la fusion nucléaire, vraiment en termes de recherche fondamentale. Mon expertise, c'est sur le comportement des matériaux dans des conditions extrêmes. J'ai été coordinateur scientifique sur le projet ITER pendant 7 ans. Je suis travaillé sur des choses comme l'hydrogène, la génération d'hydrogène, la génération d'ammoniac. La façon dont je décris des fois, c'est que je suis un peu spécialiste des projets qui ne fonctionnent pas, on pourra en parler. J'ai quitté la recherche en 2020 pour fonder un think tank qui s'appelle Zenon, qui regardait en fait le rôle des technologies pour le climat, avec une approche scientifique et assez pragmatique, c'est-à-dire que peuvent faire les technologies, qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire, et aussi quelles sont les limites, et je pense qu'on en parlera, c'est-à-dire c'est quoi la limite en termes de déploiement, une technologie, même quand elle se développe, ça prend du temps, etc. Donc d'essayer de remettre un peu les pendules à l'heure, entre guillemets, sur les technologies, leur rôle et leurs limites. Et depuis début 2023, je suis directeur général adjoint de la Quadrature Climate Foundation à Londres, qui est une des plus grosses fondations pour le climat au monde, et on finance plein de projets pour accélérer la transition énergétique, mais aussi de plus en plus pour augmenter les capacités d'adaptation et de résilience, parce que le climat a changé, il continuera à changer tant qu'on émettra des gaz, et ça implique beaucoup de choses au point de vue humain. Eh bien justement, nous sommes ici à Paris, à l'Académie du Climat. Merci à toi d'avoir fait la route depuis Londres pour qu'on puisse échanger. Alors Greg, la question de l'énergie elle est centrale à la limite, parce que forcément on parle de limites planétaires, on parle de cette question de l'énergie, qu'est-ce qu'elle nous a apporté, comment on a réussi à la contrôler, à la maîtriser, et quels sont les effets de bord qu'on encaisse aujourd'hui avec le changement climatique. Et cette question d'énergie, elle est tellement éminemment complexe. Moi j'ai l'impression que chaque jour j'apprends quelque chose autour de l'énergie, que chaque jour je croyais savoir, et en fait en vérité non, je ne sais pas. Et donc j'essaye à chaque fois d'essayer d'affiner mon regard en sachant que il va me falloir peut-être passer des doctorats pour essayer d'être le plus au fait de la situation. Les gens qui nous regardent ne sont pas forcément non plus des doctorants et ils ont une histoire de l'énergie. Et moi je voudrais un peu que, à travers tes lunettes, à travers ta façon de voir le monde et de ton champ de recherche, c'est quoi l'énergie? Alors l'énergie, si on prend pour un physicien, l'énergie c'est ce qu'on appelle la capacité à faire un travail. Si je le mets à l'échelle humaine, c'est la capacité à faire quelque chose. L'énergie, c'est juste la valeur qui mesure notre capacité à faire quelque chose. C'est une réserve qu'on a pour agir. Et donc, pourquoi la question de l'énergie est centrale? Parce que en fait, tout ce qu'on fait, ça nécessite de l'énergie, que ce soit marcher, que ce soit juste notre métabolisme nécessite une certaine quantité d'énergie. C'est pour ça qu'on mange tous les jours. Vraiment, l'énergie, c'est ce qui nous permet juste de faire des choses. Donc, il faut distinguer deux choses. Déjà, c'est la puissance et l'énergie. L'énergie, c'est la capacité à faire quelque chose, c'est un stock. La puissance, c'est la vitesse à laquelle on utilise cette énergie. Et donc, on peut avoir des puissances extrêmement élevées. Si on prend la puissance d'un réacteur nucléaire, après 1 gigawatt, 1000 mégawatts, la question, c'est ça peut produire beaucoup sur une certaine période. Et la question, c'est l'énergie, c'est quand on intègre sur le temps. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est vraiment important de définir. La puissance, c'est vraiment une sorte de vitesse. Et l'énergie, c'est une capacité à faire quelque chose. À partir de là, c'est assez facile de comprendre pourquoi on parle autant d'énergie, puisque c'est ce qui permet en fait à l'ensemble de notre société de fonctionner. C'est le convertir une forme d'énergie en une autre, et je pense qu'on en parlera. C'est que l'énergie, c'est quelque chose qu'on convertit, c'est pas quelque chose qu'on crée. C'est quelque chose qui existe et qu'on convertit d'une forme à l'autre. Et l'ensemble de notre système industriel, ou même de nos vies, est permise par le fait qu'on a une certaine quantité disponible. Plus on a d'énergie, plus on est capable de faire de choses. Ça a permis de nous développer, ça a permis de faire plein de choses. Ça a permis que je vienne ce matin de Londres, parce qu'il y avait de l'électricité pour l'Eurostar. Donc c'est ce qui permet de faire l'ensemble des choses. Et donc au premier ordre, l'énergie, ça définit la quantité de choses qu'on est capable de faire, ou la quantité de choses qu'on est capable de produire, de matériaux qu'on est capable d'extraire, de transformer, etc. Même chose pour
au-delà de nous, les animaux, même chose pour l'énergie qui vient du soleil et qui permet d'alimenter les végétaux, et même en fait tout le système climatique, tout le système des océans. Voilà, c'est un apport et c'est quelque chose. Alors, il y a des lois quand on parle d'énergie. C'est quoi les premières, enfin, thermodynamique? Est-ce qu'on peut faire la distinction entre thermodynamique et énergie déjà? Alors, la thermodynamique, c'est la science de la chaleur, donc c'est ce qui étudie les transferts thermiques, c'est la façon dont la thermodynamique est une branche de la science s'est développée, c'était pour comprendre les transferts de chaleur. Donc sans forcément rentrer dans le détail, en fait, il y a deux choses de base à comprendre, c'est que l'énergie, ça se crée pas, on ne crée pas d'énergie, on transforme une forme d'énergie en une autre. On va parler de l'énergie solaire. Pourquoi les plantes croissent? Parce qu'elles sont capables de transformer de l'énergie solaire en énergie chimique qui permet aux plantes de grandir. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est le truc de base. Pourquoi la température de la planète est à une certaine température? Parce qu'on reçoit une certaine quantité d'énergie, on en réémet un peu beaucoup dans l'univers. Ce qui est en train de se passer avec le changement climatique, c'est qu'on change l'équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. Et c'est encore une fois une conversion d'énergie entre l'énergie solaire qui arrive et une autre forme d'énergie. Ce qu'on connaît le plus, c'est la combustion, parce que 80% du système énergétique, c'est basé sur la combustion. On prend des molécules chimiques qui sont dans le charbon, dans le pétrole, dans le gaz, on les brûle et on libère de l'énergie, on récupère cette énergie, on la transforme. Quand on a un moteur thermique, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On convertit de l'énergie chimique sous la forme, qui vient de l'essence en mouvement, qui est de l'énergie cinétique, avec un convertisseur qui est un moteur. Et la deuxième chose qui est importante, donc on a une quantité finie d'énergie, on a une quantité d'énergie en entrée, une quantité d'énergie en sortie, mais ce n'est pas la même forme d'énergie. On a une énergie chimique en entrée, en sortie pour une voiture, c'est une énergie de mouvement. Entre les deux, il y a des pertes, parce que à chaque fois qu'on convertit quelque chose en quelque chose d'autre, on perd une certaine partie d'énergie, plus ou moins selon le rendement ou l'efficacité énergétique. Donc les deux principes de base dans l'énergie, c'est ça, c'est qu'il y a une quantité finie d'énergie dans l'univers. Alors c'est vrai, il y en a beaucoup, c'est pas un problème. La quantité d'énergie que nous envoie le Soleil en quelques minutes, c'est autant qu'on utilise par an. Donc on a une quantité d'énergie qui existe et on la convertit, et souvent, et quasiment tout le temps, on la dégrade. C'est-à-dire que ce qui se passe à la fin des fins, c'est qu'on génère de la chaleur, et la chaleur, c'est beaucoup plus compliqué à récupérer. Oui, c'est-à-dire que si je me permets d'interrompre, tu as avec ta voiture thermique, tu utilises du pétrole pour créer un mouvement, de l'essence, ça dégage de la chaleur, donc c'est une forme de transfert d'énergie, l'énergie change de forme, si j'utilise des bons termes, mais cette chaleur se dissipe. Voilà, exactement. Et donc on a un mécanisme dissipatif, donc on crée de la chaleur qu'on ne récupère pas, qui s'en va dans l'atmosphère. Et c'est une énergie, ça devient quelque chose de beaucoup plus diffus, et donc on ne récupère pas. Et donc il y a une dégradation de la qualité de l'énergie au fur et à mesure où on fait des conversions. Mais cette énergie, elle n'a pas disparu, on l'a juste convertie d'une forme à l'autre. Et alors, dans toutes ces questions d'énergie aujourd'hui, moi j'essaye un petit peu, de comprendre dans le monde dans lequel on est. Alors on a compris, effectivement, tu l'as dit toi-même, par rapport au forçage radiatif, il y a une quantité d'énergie qu'on est supposé renvoyer dans l'atmosphère, qu'on renvoie un peu moins, parce qu'on a émis des gaz à effet de serre, parce que CO2, méthane et d'autres gaz à effet de serre piègent ce rayonnement thermique, donc ces infrarouges, qui est une forme d'énergie, qui nous amène aujourd'hui à être dans une situation où nos sociétés humaines sont en train de subir les effets de bord du changement climatique, sécheresse, inondations, les habitués de ces chaînes, vous savez de quoi il en retourne. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de se dire, ok, quand je regarde et que sur limite, on parle beaucoup des mesures, des moyens avec lesquels on peut atténuer, on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, forcément, on doit toucher un élément qui est important, c'est l'élément du carbone, puisque comme on est dans une civilisation thermo-industrielle, forcément, puisque nous sommes, et notre civilisation humaine a un impact tellement immense sur le climat, aujourd'hui, on se dit, on a compris qu'il va falloir réduire, donc diminuer cette part de carbone dans notre fonctionnement, on va dire dans les veines et dans le pétrole, le gaz et le charbon, c'est encore beaucoup le sang de nos vaisseaux sanguins, de notre civilisation. Retirer ce C est particulier, et c'est là qu'interviennent plusieurs choses. Et je suis content de t'avoir aujourd'hui parce que j'ai l'impression que le débat se cloisonne entre le nucléaire contre les ENR, donc photovoltaïque, éolien, on peut parler s'il faut de géothermie, de biomasse et des barrages, de l'hydroélectrique.
Et donc là, je me retrouve un petit peu heurté dans les réseaux sociaux, en commentaire de cette vidéo, face à des schémas de croyance où j'essaye un petit peu de comprendre quelle est l'opinion de chacun et comment chacun perçoit la chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a une bataille où on oublie pétrole, gaz, charbon et que ça devient une bataille entre ceux qui sont pro-nucléaire et ceux qui sont pro-éolien et photovoltaïque. Je voulais un peu avoir des éclairages là-dessus. Peut-être pour donner un peu de contexte d'abord, 80% du système énergétique mondial, c'est encore du charbon, 9 milliards de tonnes de charbon qu'on a produit et consommé l'année dernière. Et si on ajoute gaz et pétrole, c'est à peu près 16 milliards de tonnes de combustibles fossiles qu'on utilise par an. Donc c'est des quantités qui sont gigantesques parce que notre société demande énormément d'énergie. Mais 80% du système énergétique, c'est basé là-dessus. Si on prend même un pays comme la France, 70% de l'énergie finale, c'est encore de l'énergie fossile, c'est du pétrole et du gaz. On n'utilise quasiment plus de charbon en France, mais il y a encore énormément de pétrole et de gaz. Le Royaume-Uni vient de fermer sa dernière centrale à charbon il n'y a pas longtemps. Ils utilisent encore un peu de charbon dans la sidérurgie. Mais ça reste encore extrêmement fossile, même dans des pays comme ça. L'autre chose, c'est l'électricité dont tu parles, c'est qu'une partie de l'énergie. Pour l'énergie finale, donc l'énergie finale, c'est quoi? On part avec une source d'énergie primaire, qui est par exemple du gaz, qu'on convertit sur une autre forme d'énergie pour la transporter, généralement c'est l'électricité, qu'on utilise, et ensuite on a ce qu'on appelle l'énergie utile, qui est vraiment ce qu'on a besoin. Parce que ce qu'on a besoin à la base, c'est pas une quantité d'énergie, c'est un usage. On a besoin de se déplacer, on a besoin de rafraîchir de refroidir nos aliments, etc. Amory Lovins, qui est un spécialiste de l'énergie, dit souvent ce qu'on a besoin, c'est une douche chaude et une bière froide. C'est juste pour préciser qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est un usage, pas vraiment comment on a l'énergie. Donc là, ce qu'il faut faire pour le climat, c'est se passer de tous ces combustibles fossiles, ne plus les brûler, parce que c'est ça qui fait à 75% des émissions de gaz à effet de serre, c'est la combustion de combustibles fossiles. Donc il faut se passer de ces sources d'énergie et il faut les remplacer par quelque chose. Alors la question, c'est quoi? Il se trouve que ce qui est le plus prometteur pour remplacer ces sources d'énergie, c'est d'électrifier au maximum. L'électricité, c'est en fait la source d'énergie. Alors, c'est pas une source d'énergie, c'est l'énergie, c'est un vecteur énergique. Il faut produire l'électricité. Qu'est-ce qu'on entend par vecteur? Vecteur, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut utiliser et transporter, mais c'est plus dur à stocker. Donc, c'est un moyen en gros, c'est un moyen de convertir une énergie en une autre. Parce que le charbon, tu peux le stocker, le gaz aussi, le pétrole aussi. Exactement. Alors, l'électricité, ça se stocke. C'est plus compliqué. Il y a 30 ans, on pensait que c'était plus compliqué que ça. Maintenant, on peut stocker de l'électricité. Quelles sont les méthodes, par exemple? Alors, on peut utiliser des batteries pour pour longtemps. En fait, la question, c'est comment on l'utilise après. L'hydroélectricité, c'est un stockage. On peut le faire avec des barrages ou ce qu'on appelle du pompage. On pompe une certaine quantité d'eau sur une certaine hauteur. On a converti de l'électricité en énergie potentielle. Et ensuite, on relâche l'eau et on régénère de l'électricité. Donc, c'est une façon de stocker l'électricité. Maintenant, on ne stocke pas de l'électricité, on stocke une autre forme d'énergie. Donc, on revient à la conversion. C'est-à-dire qu'une batterie, c'est convertir l'électricité en énergie chimique et reconvertir dans l'autre sens quand on a besoin d'électricité. C'est ça. Oui, en fait, on la stocke pas, on la convertit en autre chose pour la reconvertir. Quand on parle de stockage, c'est pas le bon mot, mais ça illustre le fait qu'on a une quantité d'énergie qu'on va utiliser en électricité. L'électricité, on pense que, donc pour l'instant, dans un pays comme la France, 23% de l'énergie finale seulement, c'est l'électricité. C'est une petite part de notre énergie. Le pays le plus électrifié au monde, c'est la Chine, de façon surprenante. 30% de l'énergie finale, et ça monte assez vite en Chine, c'est l'électricité. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut faire. C'est se passer le plus vite possible des énergies fossiles, mais ça implique d'augmenter la part d'électricité dans nos usages, donc d'électrifier le maximum d'usages, et de voir qu'est-ce qu'on va faire avec le reste. Il y aura peut-être un peu de biomasse, il y aura peut-être un peu de gaz qu'on aura généré grâce à de l'électricité, que ce soit de l'hydrogène ou du méthane. Mais ce qui est important, c'est qu'on aura besoin de quantités d'électricité assez énormes. C'est la clé de la transition si on veut vraiment se passer d'énergie fossile. C'est les autres 80% qu'il faut électrifier. Alors, il y a un petit truc qui est intéressant aussi à pas oublier, c'est que quand on parle de 80% d'énergie, c'est de l'énergie fossile, on parle en termes d'énergie primaire, c'est-à-dire l'énergie qu'on extrait. L'énergie primaire, c'est vraiment ce qu'on extrait de la nature. Donc quand on a un système basé sur les fossiles, c'est une très bonne métrique, puisqu'on extrait des quantités énormes de matière. Au plus on va transitionner vers un système qui est basé sur de l'électricité, plus cette métrique va être un peu compliquée à utiliser pour plusieurs choses. La première, c'est que si on prend, on a parlé tout à l'heure des pertes et des conversions, si on prend au niveau mondial entre énergie primaire, donc la quantité d'énergie qu'on extrait dans la nature, et énergie utile, donc ce qu'on utilise vraiment pour des usages, c'est seulement 33% de l'énergie finale par rapport à ce qu'on avait en entrée. 66% de l'énergie, elle est perdue en conversion dans différents systèmes. Et ce qui est intéressant avec la transition énergétique, c'est qu'on ne doit pas remplacer
unité d'énergie par unité d'énergie, cette énergie primaire, ce qui nous intéresse, c'est de décarboner l'usage. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair. En fait, si, je comprends. De notre énergie primaire, on retire 80%, mais ces 80%, la plupart finissent en chaleur, c'est ça que tu veux dire. Exactement, mais cette chaleur, on n'a pas besoin de la remplacer. Si on a des procédés qui sont capables de générer beaucoup moins de chaleur ou de ne pas en générer. Parce que l'énergie qu'on utilise réellement, c'est qu'une petite donc la finale, partie, c'est pas un tiers, mais donc c'est 30% de ces 80% de matière qu'on extrait. Exactement. Donc c'est comme si en fait on pouvait se dire, ok, si admettons on avait trouvé une technologie, on l'avait inventée qui nous permet d'isoler correctement et d'utiliser maximum, c'est une sorte de rendement en quelque sorte, d'utiliser le maximum potentiel des 80% qu'on retirait, alors peut-être qu'on se dirait finalement on n'a pas besoin de retirer autant de fossiles, autant qu'on en retire un peu moins. Alors on retire la même quantité de fossiles, c'est juste que la quantité d'énergie qu'on a besoin, si je prends l'unité dans l'énergie pour un physicien c'est le joule, ouais. Si j'ai besoin de remplacer 1 joule d'énergie primaire fossile, j'ai besoin que de 0,3 ou 0,5 joules d'énergie finale électrique. Donc en fait, le système énergétique, il est énorme, mais la façon, il va y avoir un paradoxe assez intéressant dans la transition énergétique, c'est qu'on aura besoin de plus d'électricité, mais de moins d'énergie. Si on regarde tous les scénarios de transition pour un pays, même pour la France par exemple, en électrifiant, on gagne énormément en efficacité. Il n'y a rien de magique, c'est des voitures électriques, c'est des pompes à chaleur, c'est des trucs qu'on sait faire, donc c'est pas une technologie futuriste. Ton chauffe-eau électrique, ta plaque électrique, plutôt qu'à gaz. Exactement, et donc tu gagnes en efficacité sans avoir fait quelque chose de magique. Et donc ça augmente la quantité d'électricité qu'on a besoin, parce qu'il faut du coup électrifier les voitures, et on n'utilise plus de pétrole, mais on a besoin de plus d'électricité pour les voitures, pour plein d'usages. Donc on aura besoin de plus d'électricité. Mais quand on regarde en France pour un scénario comme RTE a étudié, c'est 40% d'énergie finale en moins, juste parce qu'en fait, on a augmenté en efficacité. Pourquoi je mentionne ça? Parce que quand beaucoup de critiques sur les renouvelables et sur la transition énergétique pensent en énergie primaire et disent oui, il y a tout ça à remplacer, c'est des quantités énormes. Oui, c'est vrai, sauf qu'en fait, l'usage réel, c'est qu'une petite partie. Donc c'est ce qu'on appelle la fallacie de l'énergie primaire. C'est que oui, si on veut rendre la transition encore plus difficile qu'elle ne l'est, et elle le sera très difficile, on regarde l'énergie primaire qui donne un chiffre beaucoup plus gros, au lieu de regarder l'énergie finale qui donne quelque chose qui est déjà beaucoup plus petit et beaucoup plus, a priori, pas facile, mais un peu plus gérable, entre guillemets. C'est pas la peine de se rendre la vie encore plus compliquée qu'elle. Voilà, c'est ça. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est vraiment... Si, mais pas passer de cette image, je peux vous la montrer, voilà, vous la voyez avec toute l'accumulation des énergies, vous connaissez ce bon graphique, et c'est 80% effectivement, mais réellement de ce qu'on a besoin, l'énergie utile finale, on se retrouve en fait à une trentaine de pourcents. 30, 40%, ça dépend un peu. C'est un gap qui est quand même assez important, voilà. Il faut quand même le préciser. Mais alors, par conséquent, aujourd'hui, donc on voit un peu ce truc-là, mais on se retrouve dans un cadre. Alors peut-être que tu voulais encore faire ton développement. Donc, la question ensuite, c'est comment on produit toute cette électricité sans produire de carbone. Voilà, ouais. Et c'est là qu'on arrive sur quelles sont les solutions de disposition. C'est de l'hydroélectrique qui pose des questions parce on ne peut pas en produire partout. On est quasiment, par exemple, pour un pays comme la France ou un continent comme l'Europe, l'hydroélectrique, on a préféré. Le Brésil, c'est intéressant. Alors, il y a des pays qui ont plein de potentiel. La Chine vient d'annoncer un énorme projet hydroélectrique. En France, on est un peu limité sur la quantité de barrages qu'on va pouvoir construire encore. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire et c'est renouvelable. On va tomber sur les énergies solaires et photovoltaïques et éoliennes, dont on parle énormément. Il y a le nucléaire, éventuellement la géothermie. Il y a plein de progrès qui se passent là-dessus. Et après, peut-être des choses un peu comme la fusion, mais qui sont à beaucoup plus long terme. Mais en fait, on n'a pas 70 millions de possibilités de produire de l'électricité. On va en parler de la fusion, ça va arriver. Continue. Et donc, c'est là où les gens se concentrent sur le débat, c'est qu'effectivement, il va falloir installer des sources de production d'électricité bas carbone. Et il n'y en a pas 50. Et donc, en France, si on veut augmenter la quantité d'électricité bas carbone disponible, soit on construit plus de nucléaire, soit on installe des renouvelables, puisque notre potentiel hydroélectrique, il est extrêmement limité. Donc ça diminue le nombre d'options. On n'a pas 50 options à notre disposition si on veut de l'électricité bas carbone. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est ce que tu disais, c'est que les gens commencent à s'engueuler, entre guillemets, sur quel type d'énergie bas carbone est la meilleure, alors qu'en fait, on a un énorme truc à remplacer, et chaque année où on ne transitionne pas, c'est autant de quantité d'énergie fossile qu'on brûle et autant de quantité de CO2 qu'on émet. Donc on est face à une urgence où on doit décarboner le plus vite possible, ce qui implique d'électrifier au maximum. Et donc il n'y a pas 50 choses à faire, il faut installer des productions d'électricité bas carbone. La question c'est quoi, qu'est-ce qui est le mieux, etc. Et c'est assez intéressant de savoir que les gens s'engueulent pour savoir quelle est la meilleure solution dans un contexte où on n'a pas trop le temps de réfléchir. Enfin,
si on était vraiment sérieux, c'est net zéro en 2050 en fait. Si on voulait encore tenir sous les 2 degrés ou 1,5 degré, même si c'est quasiment mort. Donc on n'a pas une échelle de temps très élevée, très longue devant nous. Et donc on devrait être dans un mode un peu une sorte de guerre de l'énergie où on doit remplacer le plus rapidement possible les énergies fossiles et on arrive encore à trouver du temps. Il va y avoir un plan Marshall de l'électrification, quoi. Quasiment, en fait. et on arrive à se trouver dans une situation où les gens essaient de se battre sur quelle est leur solution préférée. Alors c'est pas juste ça, il y a plein de choses, il y a un contexte derrière, il y a plein de choses, mais c'est quand même assez intéressant. Grande guerre entre le nucléaire, tu es physicien nucléaire. Alors j'ai travaillé dans le nucléaire. Tu as travaillé dans le nucléaire. Et photovoltaïque, éolien, c'est énormément clashé sur les réseaux sociaux. On a l'impression que c'est devenu un petit peu la nouvelle bataille. Et tu l'as dit, alors moi c'est drôle parce que moi je prône toujours en disant oui, c'est bien beau, c'est un petit peu ma position, il y a une grosse part de sobriété qu'on doit développer, donc d'énergie qu'on ne consomme pas. Et ensuite, faisons avec ce qu'on a, quoi. Faisons avec ce qui est à notre disposition et ce qui coûte pas trop cher à installer. Je pars de ce postulat-là. Mais dès que je parle de sobriété, c'est comme si, voilà, ça pouvait faire grasser énormément dedans. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont la sensation que le nucléaire permet en fait de faire la continuité de tout ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que le nucléaire va même permettre de continuer à consommer davantage d'énergie dans l'avenir. En fait, je ne sais pas si c'est une méconnaissance du nucléaire ou si c'est une espérance ou une croyance. Alors que j'ai l'impression que le nucléaire, en fait, c'est un sparadrap que tu rajoutes en plus pour éviter que ça ne coule trop, en quelque sorte. Alors c'est intéressant parce que dans le monde, le nucléaire, c'est à peu près 10% de la production d'électricité mondiale. Donc c'est quand même pas un truc très très dominant dans nos... Et dans les mêmes pays. Dans les pays de l'OCDE. Et dans un petit nombre de pays, ouais. Voilà, le pays riche. Exactement, et la France est une exception, parce qu'on a à peu près 70% de notre électricité produite par du nucléaire, mais dans la majorité des pays qui ont du nucléaire, c'est une petite frange, c'est pas la majorité. Donc c'est assez intéressant que ce discours se développe pour un truc qui reste encore très minoritaire. Alors ça peut augmenter, on pourrait en faire beaucoup plus, on l'a pas fait pour différentes raisons. Il y a beaucoup, alors il faut toujours, c'est pas généraliser, mais c'est vrai qu'il y a tout un mouvement dans le climat qui est un peu le mouvement, le high energy mode, c'est-à-dire on a besoin de beaucoup plus d'énergie et donc le nucléaire c'est une énergie abondante, quasiment illimitée si on a des réacteurs de 4e génération, etc. Et donc oui, ça pose pas de questions sur les ressources. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, c'est pas totalement vrai. 2, ça nécessite de construire énormément de réacteurs et on en construit très très peu à l'heure actuelle. Donc il y a une différence entre le mythe peut-être du nucléaire comme une source d'énergie extraordinaire, qui a plein d'avantages, hein, et j'aime bien le nucléaire, c'est une énergie abondante, c'est une énergie qui est dense, ça a plein d'avantages. L'autre chose que tu mentionnes et qui est extrêmement intéressante et qui est peut-être là où ça se joue vraiment, c'est qu'effectivement au niveau zéro, et je vais le dire avec énormément de précaution, le système énergétique à l'heure actuelle, il est construit de telle façon que la demande est là, on a besoin d'énergie, de l'électricité, et la production s'adapte. Et on contrôle la production. On peut contrôler une centrale à gaz, une centrale à charbon, une centrale nucléaire pour produire plus ou moins. Et donc effectivement, si on remplaçait toutes les centrales à charbon et à gaz dans le monde par du nucléaire, on pourrait continuer à avoir ce mode de fonctionnement avec quelques limites, parce que quand on arrive à énormément de nucléaire, ça pose une question économique, etc. Mais en principe, effectivement, c'est une façon de garder le système énergétique fait comme il est, c'est-à-dire optimisé pour toujours produire une quantité connue d'électricité. Les renouvelables posent une autre question qui est, bah oui, la nuit il n'y a pas de photovoltaïque, tous ceux qui travaillent dans l'énergie le savent, hein, la nuit il n'y a pas de photovoltaïque, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie éolienne. Le fameux intermittent, quoi. Oui. Alors c'est variable, on peut discuter sur les termes, etc., c'est pas extrêmement intéressant. C'est pas quelque chose qu'on contrôle. Alors on peut arrêter, on peut déconnecter une éolienne, on peut déconnecter un panneau solaire. C'est beaucoup plus compliqué de faire apparaître le soleil la nuit, on sait pas faire. Et donc il y a une vraie question où un système énergétique basé sur plus d'éolien et de photovoltaïque va être plus variable. Il va falloir gérer cette variabilité. Alors il y a plein de façons de le faire. Soit on surconstruit énormément en capacité de renouvelables, et quand on n'en a pas besoin, on déconnecte des panneaux solaires par exemple. Soit, et les deux vont sûrement être nécessaires, et on commence à jouer sur la demande aussi, c'est-à-dire qu'on flexibilise le côté de la demande. Et alors certains vont dire de façon extrême, ça veut dire ne pas avoir un train à telle heure parce qu'il n'y a pas d'électricité. Non, c'est pas si extrême que ça, mais il y a plein de choses qu'on peut faire dans une maison, par exemple, quand les gens ne sont pas là. Si on a un thermostat, ce qu'on appelle un thermostat intelligent, qui n'est pas un bon terme, mais on peut totalement baisser le chauffage pendant la journée et le remettre à certaines heures. Et en fait, pendant ce temps-là, on peut
On peut utiliser l'électricité pour autre chose. La voiture électrique est un bon exemple. La journée en général ou la nuit, elles passent leur temps connectées à un chargeur. On peut commencer à imaginer que c'est plus intéressant dans plein de régions que les gens chargent leur voiture électrique dans la journée quand il y a de l'énergie solaire. C'est ce qui se fait de plus en plus en Californie, qui est en plus un état extrêmement ensoleillé, plutôt que de les charger la nuit. Donc charger le week-end, éventuellement, en journée. Si, admettons, tu dois l'utiliser. Voilà, c'est-à-dire que ça demande des prédispositions un peu politiques, il y a des plans, il y a des idées, tout ça, ça a été travaillé. Alors ça reste à passer à l'échelle. Par exemple, le fait que les voitures électriques pourraient aussi de temps en temps alimenter le réseau en électricité parce qu'elles ne sont pas utilisées, qu'elles ont des batteries, tout ça c'est possible, c'est encore pas utilisé à grande échelle, mais c'est possible. Par contre, c'est vrai que ça change un petit peu le paradigme de base qui est l'énergie est toujours disponible quand on en a besoin. Ouais. Là, c'est peut-être que dans certains cas, il va falloir moduler un peu. Ce qui ne signifie pas un blackout et que tout le monde vit pendant 3 jours sans électricité, sans chauffage, pas du tout. C'est juste qu'il y a on ne sait jamais en fait de façon intéressante parce que l'énergie était abondante et peu chère, ce qui est plus vrai depuis quelques années. Parce que l'énergie était abondante et peu chère, on ne s'est pas vraiment posé la question d'optimiser notre système énergétique. Juste pour revenir sur ce que j'essaie de dire entre énergie primaire et énergie finale, le système énergétique à l'heure actuelle, il est totalement inefficace. Pourquoi ? Parce qu'il est basé sur, si on parle en termes de physique, il est basé sur la conversion de chaleur en mouvement. La révolution de la machine, des moteurs à vapeur, des machines à vapeur, c'est d'être capable de convertir de la chaleur en mouvement. Et au début, l'efficacité des premières machines à vapeur, c'était 1-2%, voire même moins. Donc c'est hyper inefficace. Et c'est surtout de la chaleur qui partait, quoi. Exactement. Et donc ça nécessitait des quantités de charbon énormes pour faire tourner. On a amélioré ces procédés-là, mais la thermodynamique nous dit qu'il y a une certaine limite à la quantité, à l'efficacité énergétique. 30-40% pour une machine à vapeur. Les meilleurs diesels à l'heure actuelle, c'est 50-55%, et c'est généralement les diesels sont sur des bateaux. Et en fait, donc, d'un point de vue intéressant, les convertisseurs qu'on utilise sont extrêmement développés, on a fait énormément de progrès, mais le principe physique de base qui est de convertir de la chaleur en mouvement, ça reste quelque chose d'inefficace. Donc il faut aussi penser la transition énergétique en tant qu'une opportunité de rendre le système énergétique beaucoup plus efficace. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a moins de pertes, c'est quand même assez intéressant. L'autre chose que tu mentionnais sur la sobriété, il y a une autre façon de le voir. Pour moi en tout cas, et je suis d'accord avec le concept, on peut aussi dire que c'est de la rationalité. C'est-à-dire que utiliser une voiture de 1,5 tonnes ou 2 tonnes pour transporter 70 kg d'humains, le poids moyen d'un humain sur Terre, 72 kg, c'est pas hyper rationnel comme utilisation quand on regarde les quantités d'énergie nécessaires pour produire une voiture, une batterie, etc. Ouais, c'est une gabegie. Exactement. Donc c'est aussi là où parfois les mots sont un peu teintés de plein de choses. L'intermittence, c'est vu comme un truc impossible. Non, c'est quelque chose qu'on doit gérer et sur lequel on peut rationaliser. La sobriété, c'est pareil. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui vont pas pénaliser forcément grand monde. Par contre, on aura un système qui est plus rationnel parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un monstre de 2 tonnes qui est 90% du temps garé sur un truc ou qui n'est pas utilisé. Ce que tu me dis là, en fait, ça me fait penser vraiment à comment est-ce que nous avons développé nos sociétés en mettant la main sur ces énergies, en les convertissant et en se rendant compte que on ne devait pas s'inquiéter de tout effet de bord sur le vivant. Je veux dire, quand tu regardes nos premiers appartements, au final, c'était pas isolé. Pourquoi ? Parce que l'énergie était abondante. Donc pourquoi penser à se limiter ? Pourquoi penser à de l'efficacité à tout prix à partir du moment en fait où c'est abondant ? Il n'y a aucune raison. Je veux dire, moi demain, je vais au supermarché, j'essaie de faire un petit peu un parallèle pour que vous puissiez comprendre. Je vais au supermarché, je vois qu'il y a plein de bouffe à ma disposition et on me dit partout, ouais non mais t'inquiète, on est en surproduction, on jette même 30% de ce qu'on consomme. Je m'empiffre parce que le stock est là, c'est disponible et j'y vais. Par contre, il commence à y avoir des pénuries. Là, on va commencer à se dire, ok, bon, dans quoi est-ce qu'il y a le plus de vitamines ? Qu'est-ce que j'ai réellement besoin qui m'amène pas dans un état d'obésité ? Et au final, c'est même meilleur pour ma santé. Et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'effectivement, une génération de personnes a vécu peut-être plus mes grands-parents, dans cette notion des 30 glorieuses avec une abondance en quelque sorte, avec des opportunités, des capacités mais qu'aujourd'hui la contrainte nous amène à devoir faire preuve d'intelligence et essayer de faire preuve d'efficacité pour améliorer de plus en plus tout ce qu'on peut faire. Donc oui, il y a une différence quand vous chauffez au gaz et que vous chauffez avec des plaques électriques notables. Mais alors c'est ça qui m'intéresse, c'est que quand on suit ce fil, ça veut dire qu'il y a quand même des gros changements structurels à opérer en termes d'infrastructure. L'électrification, maintenant je suis en train de l'entendre, et pour l'Europe, je crois qu'on le voit. Moi, je suis à Paris, à Académie du Climat, il y a des bus électriques qui passent. Il y a 10 ans, tu ne voyais pas de bus électrique. C'est sans doute pas suffisamment rapide, mais c'est en cours. Je suis d'origine sénégalaise. Je vois un développement à l'occidental des années 70.
Alors, oui. Et ça, c'est le truc qui me crée une dissonance cognitive immense, parce que il y a un coup de l'Arabie Saoudite aussi avec les COP qui négocient des contrats pour vendre des bus thermiques, pour vendre du thermique, pour vendre du pétrole, parce qu'il y a encore des pays qui veulent vendre absolument leur pétrole, alors que c'est une énergie qu'il faut considérer du passé. Et là, c'est ça qui m'inquiète un peu le plus, c'est de voir des populations à l'échelle mondiale qui demandent aussi une croissance énergétique et économique, etc., et une croissance de leur PIB, mais en reproduisant exactement le même schéma. Et c'est là que je me demande, est-ce que cette transition, on n'est pas en train de transitionner des pays hautement émetteurs, et c'est bien, mais que de l'autre côté, on n'est pas en train de créer des futurs émetteurs, peut-être il y a complètement un biais, en sachant qu'ils démarrent pas du même niveau que nous. Et malgré tout, les centres-villes de toutes les villes pauvres deviennent fortement émettrices en pollution sonore, gaz à effet de serre, etc. Et je voulais un peu avoir ton feeling dessus. C'est un très, très, très bon point. Si on regarde le continent africain et l'Afrique subsaharienne, en moyenne, un habitant de l'Afrique subsaharienne a 10 fois moins d'énergie à sa disposition qu'un Français moyen. Et consomme beaucoup moins, enfin, naturellement. Ah ouais, mais en plus, il n'a pas forcément accès. Hein. Il y a encore 700 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité. Et beaucoup, malheureusement, sont en Afrique. J'ai posté un truc il n'y a pas très longtemps. Un frigo aux États-Unis consomme plus d'électricité que beaucoup d'habitants de l'Afrique en ont à leur disposition, ce qui est quand même assez, quand on y pense, c'est assez fou. Donc il y a un besoin de développement dans ces pays-là. Le développement, ça nécessite de l'énergie, donc ils ont besoin d'un système énergétique. Ce qui est assez intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, d'un point de vue technique, on peut développer ces pays sans... En fait, on sait que ce qu'on a besoin, c'est de l'énergie, que c'est de l'électricité. Pardon. On sait produire cette électricité sans carbone. Donc, à la base, on n'a pas besoin... Le schéma de développement du monde occidental qui a été charbon, et ensuite on a rajouté du gaz, et ensuite on a utilisé du pétrole, et ensuite on a utilisé du gaz, c'est pas une prédestinée de l'humanité. C'est un truc qu'on a fait pour plein de raisons. L'Afrique peut faire ce qu'on appelle du leapfrogging et utiliser directement des renouvelables, du solaire, notamment ça tombe bien, c'est un continent qui a un gisement de renouvelables qui est absolument gigantesque. Ils ont aussi énormément de géothermie. Donc la question derrière, c'est pourquoi certains pays sont... alors d'une, c'est parce qu'ils peuvent avoir des ressources. S'ils ont des ressources fossiles, c'est toujours plus facile d'essayer de développer ses propres ressources que d'essayer de s'approvisionner sur les marchés. L'autre chose, c'est quand même, il y a du lobbying. Ce que tu mentionnais sur la transition énergétique, il faut même bien comprendre ce que c'est. C'est un système énergétique qui doit disparaître et un système énergétique qui doit émerger. Il va y avoir des perdants et des gagnants. Certaines entreprises fossiles vont être capables de se reconvertir. Il reste une vraie question de savoir si Total décidait de ne plus faire du tout de pétrole et de gaz et de faire que des renouvelables, est-ce qu'il gagnerait autant d'argent? J'en sais rien. C'est une vraie question. Il va y avoir des perdants. Quand on est dirigeant d'entreprise avec un board, avec des shareholders, etc., c'est compliqué bien sûr. Voilà, et donc il y a quand même toute une industrie, et j'ai mentionné Total, c'est pas les pires, hein. ExxonMobil, c'est BP, bien sûr. Tout le monde personne n'est parfait, mais il y a un degré d'imperfection. Donc il y a tout un lobbying dans l'Afrique qui essaye de vendre du gaz, qui essaye de vendre du pétrole pour continuer en fait un business qui est en train de décliner tout doucement dans les pays, pas assez vite, mais qui décline. Hein. On pense qu'on a atteint le pic du pétrole, le pic de la consommation de pétrole en Chine. Pourquoi? Parce qu'ils électrifient quand même assez rapidement leur... Oui, c'est une exponentielle chez eux, c'est impressionnant. C'est extrêmement rapidement. Donc ce qu'on pensait être un des drivers de la demande de pétrole dans le futur, et on s'aperçoit que la demande ne va pas être là-bas. Je me permets de t'interrompre, excuse-moi, c'est quand même un truc qu'il faut absolument mentionner. Je peux tenter de vous montrer des chiffres et des graphes de développement du photovoltaïque et de l'éolien du côté de la Chine. Mais alors, j'ai souvent l'argument de « ouais, mais il y a des centrales à charbon, il y a beaucoup de charbon », oui. Mais il y a quand même le verre à moitié plein où je me dis « mais ils sont en train de faire un truc de fou en matière de renouvelables, quoi ». La Chine installe 50% des capacités de renouvelables mondiales par an. C'est assez impressionnant et ils produisent quasiment, enfin, une très très grosse partie. J'ai écouté hier un podcast où la Chine était mentionnée comme donc il y a des pétrostates, des États pétroliers, les États-Unis dans le plus gros monde, on a tendance à oublier. La Chine est peut-être le premier État électrique. C'est l'État le plus électrifié au monde, c'est 30% de leur énergie finale et ça monte très vite. Et c'est un pays qui investit massivement dans l'électricité. Alors, ils ont encore beaucoup de charbon, ils en construisent un peu, mais ça diminue. L'utilisation de leurs centrales à charbon n'arrête pas de diminuer. Donc il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant. Après, il y a plein d'autres choses à dire, mais c'est intéressant. Mais il montre qu'en fait, c'est possible d'électrifier. Et donc, quand on revient au cas de l'Afrique, il y a énormément de lobbying pour faire en sorte que l'Afrique utilise du pétrole et du gaz, parce que ça arrange très bien l'industrie pétrolière. Et donc ça c'est pas un problème technique, c'est un problème économique et de lobbying. Donc on pourrait faire autrement. La barrière pour faire autrement, c'est quoi? C'est le coût du capital en ce moment.
financer un projet de photovoltaïque en Afrique, c'est extrêmement compliqué. Le coût du capital, donc quand tu dois emprunter de l'argent à des financiers et rembourser, ça peut monter à 15% les taux d'intérêt, alors que tu vas financer un truc pour quelques pourcents. Et tout ça paralyse et ralentit en fait. Les projets sont extrêmement chers, donc si tu as une entreprise gazière ou pétrolière qui vient en disant moi je peux développer vos capacités pétrolières ou vos capacités gazières, tiens vous allez pouvoir développer votre réseau et installer des centrales électriques, etc. J'amène le capital, etc. Ouais, évidemment, enfin, d'un point de vue économique, pour ces pays qui sont désespérés d'avoir plus d'énergie, on imagine bien que la décision elle est assez simple, parce que quand ils vont voir des banques de développement, etc., pour dire j'aimerais bien installer un parc photovoltaïque géant, qu'on leur dit c'est 10-15% de taux d'intérêt, voilà combien ça va vous coûter, ça pose une vraie question, sachant que les investisseurs ont peur d'aller en Afrique, c'est vu comme risqué pour plein de raisons. Donc ça vient de là en fait, mais c'est pas une raison technique. D'un point de vue technique, on pourrait faire plein de choses en Afrique en électrifiant. Et en plus, l'Afrique offre un terrain de jeu assez intéressant. Nous, on a un système qui a été construit sur plusieurs décennies, qui est basé sur on a des grilles de transmission qui sont assez développées pour l'électricité, et donc on doit modifier ce système pour injecter plus de renouvelables, parce qu'on était basé sur un système de centrales. Et d'ailleurs, pourquoi c'est appelé centrale, c'est parce que c'était des unités de production centralisées, localisées. On passe à un système beaucoup plus diffus où il va y avoir des parcs renouvelables, enfin des parcs éoliens, des parcs photovoltaïques un peu partout, il va y avoir des gens qui vont avoir des panneaux solaires sur leur toit, etc. Et donc tout ça, ça nécessite de modifier l'infrastructure. Et puis après, il y a des raisons physiques. Une centrale nucléaire ou une centrale à charbon, ça génère de l'électricité avec une certaine fréquence, les éoliennes ne le font pas. En Afrique, on peut redémarrer quasiment dans certains pays d'une page blanche, c'est-à-dire qu'on peut commencer à électrifier des villes avec des renouvelables, parce que il y a plein de pays où tu peux directement installer du photovoltaïque et des batteries et leur assurer qu'ils ont l'électricité 24 heures sur 24. Et donc tu peux le faire de façon locale, sans construire des énormes centrales, parce que c'est dur à financer, et tu développes le système au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de raison physique pour laquelle c'est là, c'est une raison, à mon avis, de lobbying et de coût du capital. C'est intéressant, ça veut dire que d'un point de vue technique, plein de choses sont réalisables, et on va pouvoir creuser ça par la suite. Mais que les principaux ralentissements, c'est dû à la culture, dû à la gouvernance et dû aux réalités économiques en fait et politiques. Et au lobbying, qui est une industrie qui n'a pas envie de mourir. Oui, je dis ça à l'aspect économique, mais tu as totalement raison. Mais parce que c'est ça qui m'a interpellé. Moi, quand je vois l'Afrique, je me dis waouh, le Sahara, le soleil tape, il n'y a quasiment pas de nuages, il n'y a pas de nuages, puisque ça ne pleut pas, il n'y a pas de nuages. Pour avoir la chance d'avoir été faire le Sahara, je peux vous dire que le ciel est d'un bleu incroyable. Et je me dis, mais il y a un potentiel qui est assez fort et assez marqué. Et à la fois, au Congo, en RDC, tu as la possibilité aussi d'installer avec la forêt équatoriale qui brasse le fleuve du Congo. Tu peux créer il faut des infrastructures, il faut les ingénieurs, il faut tout ce que tu veux. Mais en tout cas, on peut utiliser la force de l'eau. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est de me dire, mais même par rapport au plan européen, si tu mets, on a analysé ça, je discute avec un climatologue, Xavier Fétouès, qui montre les zones où il va y avoir plus de vent dû au changement climatique et les zones potentielles où il va y avoir moins de vent. Et moi, je me dis, c'est intéressant d'analyser les zones où il y a le plus de vent, et c'est pour ça qu'on fait du offshore, pour maximiser, on va dire, les capacités de produire, c'est pas le bon terme de produire de l'énergie, mais soit de faire de l'énergie, bref, vous m'avez suivi, mais à la fois de peut-être plus installer le photovoltaïque au sud, Andalousie, Italie, et par exemple à l'échelle européenne, on est un véritable, de nouveau, plan de l'énergie européen où au nord, on fait tourner le ventilo et au sud, on se fait cuire au soleil avec le photovoltaïque. Et je me dis, mais l'Afrique a le même potentiel. Tous les pays au monde, avec une synergie, avec une discussion, on est capable d'y arriver d'un point de vue technique. Alors, il y a deux aspects. D'une, je ne sais pas si tu sais quel est le pays en Europe qui a le plus de photovoltaïque installé par habitant. Je crois que c'est l'Allemagne. Non, c'est les Pays-Bas. C'est les Pays-Bas. Pas le pays le plus... Ouais, mais bon, c'est pas le pays qui a le plus de soleil, bien sûr, dans le soleil. Et donc, ton point est totalement valable et c'est tragique en Europe quand même qu'on n'ait pas une politique européenne. Parce qu'effectivement, installer... Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est intéressant et c'est intéressant d'avoir du photovoltaïque aux Pays-Bas. Mais si on est capable de transporter l'électricité sur des longues distances, c'est quand même bien plus intéressant de l'installer en Espagne, Portugal, enfin sur on est capable de bien l'améliorer. Mais le problème, c'est que chaque pays en Europe pense sa politique énergétique au niveau national et il n'y a pas de plan pour optimiser. Et c'est là aussi où les renouvelables nécessitent de penser un peu différemment, parce que chaque pays a des potentiels différents en termes de renouvelables.
Bah ouais, les Pays-Bas, c'est pas le pays le plus ensoleillé au monde, donc c'est pas ceux qui ont le potentiel photovoltaïque le plus élevé. Il se trouve que c'est plutôt venteux. Et donc il y a une vraie discussion à avoir quand même de commencer à dire, bah oui, on va mettre plutôt de l'éolien. En la France, on a un énorme potentiel pour l'éolien offshore, les Pays-Bas, etc. Et on va faire beaucoup plus de grands parcs photovoltaïques dans le sud. Après, on peut faire plein de photovoltaïques sur les toits, etc. C'est une discussion politique, personne ne veut l'avoir. Ça nécessiterait d'avoir une vraie politique de l'énergie. L'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, et ensuite on peut commencer à penser à une maille plus grande. Alors j'allais dire l'Europe échange de l'électricité avec l'Angleterre qui est plus en Europe, ça reste une petite maille géographique, mais il y a eu des projets et c'est en train d'être discuté pour produire de l'électricité dans le Sahara et transporter cette électricité en Europe. Alors ça reste aller en Afrique pour prendre leurs ressources et les récupérer. Il y a un truc qui est beaucoup plus intéressant et qui est en train d'émerger, c'est qu'on peut faire d'une pierre deux coups. Il se trouve que il y a plein de pays d'Afrique qui ont plein de ressources métalliques, par exemple. En Europe ou dans le monde occidental ou même en Chine, on doit décarboner la production d'acier, qui est un des secteurs industriels les plus émissifs. Tu prends de l'acier, tu as besoin d'énormément de charbon tu prends du minerai de fer, tu le transformes grâce à du charbon et tu fais du fer et de l'acier. En fait, quand tu as un pays qui a un gros potentiel renouvelable, qui a des ressources en fer, par exemple, on peut imaginer un système d'échange où, au lieu de décarboner notre industrie de l'acier en Europe, on fait un accord avec un pays quelconque pour aller acheter du fer bas carbone de chez eux. Et donc tu développes une infrastructure énergétique que le pays a besoin, et c'est intéressant, mais en plus tu t'assures de développer une industrie en même temps, ce qui assure du développement économique, et dans des bonnes conditions. Je ne parle pas d'aller faire de l'acier de façon dégueulasse dans un autre pays, je parle d'un truc qui a un vrai développement. Et donc, si on commence à penser au niveau mondial et au niveau échange, il y a plein de potentiels bénéfices à décarboner. C'est qu'on décarbone chez nous, sur des industries qui sont quand même des industries très lourdes, etc., qui sont compliquées, c'est que ça coûte cher de les transformer chez nous, et on va produire de l'acier directement dans un pays qui est équipé qu'on peut équiper avec plein de renouvelables. Quand on installe ces renouvelables pour l'acierie, on s'assure que le pays en dispose et on met en place des accords de libre-échange, d'échange sur l'acier par exemple. Et donc tu leur donnes de l'énergie et en plus les pays qui ont investi là-dedans récupèrent de l'acier bas carbone. L'Australie est en train de le faire avec le Japon. Le Japon importe des quantités incroyables de fer et de charbon d'Australie. Il y a plein de discussions et ils sont en train d'essayer de mettre en place un système où c'est quand même beaucoup plus intéressant que le Japon achète directement de l'acier soit du fer bas carbone, soit de l'acier bas carbone d'Australie, où on développe, et il y a un potentiel énorme de photovoltaïque en Australie, et ils ont plein de réserves de fer. Et donc là, on commence à parler plus seulement de décarboner un système, mais aussi comment on a des synergies entre décarbonation et développement. Je ne sais pas si c'est hyper clair, mais... Si, totalement. En fait, ça demande vraiment, pour moi, on est déjà dans un libre marché à l'échelle mondiale, mais à la fois, là, ça demande vraiment des synergies entre des pays, des collaborations, mais qui prennent la même direction. Et c'est peut-être ça qui me fait un peu peur, c'est de me dire, ok, j'ai l'impression parfois qu'il y a certains pays où ça bascule du côté, on va drill, on va retourner dans des anciens modèles avec des politiques qui peuvent un peu moins calculer ce genre de choses, qui ralentissent en fait une transition qu'on doit tous souhaiter. Mais justement, là, je sais pas si tu avais fini ton point parce que je voulais t'amener sur une autre question, mais c'est là maintenant la question de la transition. On a beaucoup de commentaires, on a beaucoup de gens, et puis on a invité aussi des personnes qui partent du principe, qui remettent en question la notion de transition énergétique que selon eux, c'est peut-être pas la bonne appellation. Il faudrait peut-être utiliser plus les termes de métamorphose, mais qui la remettent fondamentalement en question pour des raisons sociales, économiques, politiques, qui estiment que ça va pas fonctionner, mais d'autres pour des raisons justement de loi de la physique, que ce serait quelque chose qui n'est pas possible avec la demande qui est en train de monter, etc., etc., ou même simplement non, il n'y en a jamais eu, ça n'existera pas. Je voulais un peu avoir ta position là-dessus parce que c'est quand même un chapitre qui est très important, qui est très central d'ailleurs à la chaîne limite. On parle beaucoup de limites planétaires, limites des systèmes, vulnérabilité, et nous on essaye un petit peu de comprendre. Moi, mon expérience, j'ai eu cette chance d'aller au Brésil, de voir un peu l'état d'esprit des gens et de connaître un peu plus le mix énergétique du Brésil. J'ai eu cette chance dans ma vie d'aller au Sénégal, de voir un petit peu et d'essayer toujours de me renseigner en fonction des pays et de me dire c'est incroyable. Pour moi, les choses sont faisables, clairement. Les études scientifiques, pour moi, c'est faisable. Quand je discute avec d'autres, c'est faisable. Mais quand je regarde sur le plan local ou sur le plan des mentalités culturelles et du système économique dans lequel on est, et ce court-termisme, tu l'as dit tout à l'heure, il faut vite vendre le pétrole, on a un board, on est coincé dans un système économique. Là, tout d'un coup, ça me fait dire, c'est peut-être pas pour ça qu'on va réussir la transition énergétique, parce qu'on est encore un peu trop con, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, j'ai l'impression que sur le papier, malgré tout, ça semble faisable. Mais d'autres disent,
non, même d'un point de vue physique, pas possible. Je voudrais un peu avoir tes éclaircissements. D'un point de vue physique pur et dur, si on revient encore une fois à la définition de l'énergie et à ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire d'être capable de continuer à se transporter, de chauffer nos maisons, de produire des biens, etc. Et on peut se poser la question de température, de combien de biens, etc. Mais si on s'intéresse à avoir un certain niveau d'usage, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune impossibilité physique de le faire sans énergie fossile. Ça ne va pas être facile parce que ça nécessite de transformer le système énergétique, mais d'un point de vue physique pur, encore une fois, ce qu'on appelle utiliser l'énergie, c'est convertir l'énergie d'une forme en une autre. Un panneau photovoltaïque, ça prend de l'énergie solaire, ça produit de l'électricité. Quand on est un usager d'électricité, si on oublie l'aspect climat pour une seconde, si on est un usager de l'électricité, quand on allume la lumière chez soi, le fait que ce soit produit par un panneau solaire, par une éolienne ou par une centrale à charbon, ça change strictement rien. Ouais, c'est la même chose pour nous. Et donc, ce qui montre bien qu'il n'y a pas, et en plus, en général, à n'importe quel moment du temps, l'électricité dans un pays, elle est produite par plein de moyens de production. L'électricité, elle est mixée dans le réseau, etc. On ne peut pas différencier. En fait, on ne peut pas voir un électron vert, un électron bleu, etc. Donc, d'un point de vue physique, ce qu'on a besoin, c'est de l'électricité à la fin. On sait produire de l'électricité sans produire de carbone. Alors, en produisant beaucoup moins de carbone, parce que tant qu'on a un système qui est basé avec un peu d'énergie fossile, on produit quand même du carbone, parce que produire de l'acier, par exemple, pour des structures, pour des panneaux solaires, ça a besoin de charbon, parce que tu as besoin de réduire ton minerai de fer. Donc, il y a quand même besoin d'une certaine quantité de carbone, mais on sait que les renouvelables, que l'éolien et le photovoltaïque produisent beaucoup moins de carbone par unité d'électricité produite, que le nucléaire le fait aussi à des taux très bas de carbone. Mais d'un point de vue physique, il n'y a aucune loi dans l'univers qui dit que ce n'est pas possible d'alimenter notre système énergétique sans se brûler d'énergie fossile. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que, alors, on ne s'est pas posé la question pendant très longtemps parce qu'on n'avait pas à se la poser. Il y a eu pendant longtemps une discussion, est-ce qu'on aura assez de pétrole, etc. Je pense que pour l'instant, tout le monde est convaincu que dans les 20-30 ans, on n'a pas un problème de flux. On en a suffisamment sous le pied du pétrole, ce n'est pas un problème de réserve, on en a, que ça pose des questions de comment on le produit, etc. Mais en fait, la peur de manquer, elle est quand même partie. Donc, si on veut changer notre système énergétique, c'est pour une raison climatique maintenant. Donc, on est forcé à le faire, on est forcé à réfléchir différemment. S'il n'y avait pas le climat, on peut se poser une vraie question de savoir si on allait, on continuerait comme d'hab, on n'aurait pas de problème. Voilà, exactement. Voilà. Tant qu'il y en a, on en brûle. Et on est quand même très bon pour en continuer à en trouver. C'est pas infini, il y a forcément une limite, etc. Mais on était quand même loin de quelques limites que ce soit. Le charbon, pensez avoir passé le pic du charbon il y a une dizaine d'années, on n'a jamais utilisé autant de charbon qu'en 2024. D'un point de vue physique, il n'y a pas d'impossibilité. La question, c'est à quelle vitesse on transforme ça. Et ce que je voulais dire, pardon, c'est pendant très longtemps, on s'est dit le pétrole, c'est l'énergie par excellence pour le transport. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement dense d'un point de vue énergétique, et donc ça permet de voler des avions, parce que là, on a besoin d'une source d'énergie très dense. On s'aperçoit qu'on peut décarboner, on peut électrifier les voitures. Je pense que j'espère que plus personne ne doute que c'est possible. Et en plus que c'est possible avec un coût carbone bien moins élevé qu'une voiture thermique. Ce serait bien des petites voitures pas trop lourdes. Alors, non, exactement. On peut donner ça à justice sociale, on peut donner ça à un maximum de gens qui en ont fondamentalement besoin. On se suit très bien, oui. Et on peut se poser totalement la question de la propriété individuelle de la voiture, etc. Il y a d'autres modèles, donc totalement d'accord. Pendant longtemps, on s'est dit, ok, la voiture maintenant ça marche, les camions on va pas pouvoir les décarboner, on va pas pouvoir utiliser autre chose que du pétrole. On s'aperçoit qu'on peut électrifier avec des batteries et que l'hydrogène n'aura aucun rôle là-dedans. Donc c'est un autre secteur où on a bougé les choses. Reste le transport maritime et le transport aérien. Le transport maritime, ça avance bien. Le transport aérien sera le plus difficile, mais il se trouve que c'est quand même qu'une petite partie de la quantité totale de pétrole qu'on utilise. Donc ce que j'essaie d'illustrer, c'est que quand on est face à un défi, on trouve au fur et à mesure des solutions. Aérien, pareil, on peut discuter de la quantité de vol qu'on a besoin, etc. Pareil pour l'acier. Pendant longtemps, on s'est dit, ça va être hyper compliqué de décarboner l'acier, ça fait partie des secteurs difficiles hard to abate, difficiles à décarboner. Non, on s'aperçoit que ce n'est pas un problème technique, on sait faire, mais on a besoin d'hydrogène, donc ça pose une question. C'est ça. En fait, on a besoin de monter à des hautes températures, mais c'est possible. Il y a du gaz, et là on peut le faire avec l'hydrogène, c'est ça. Il y a un rapport qui est sorti il y a un mois ou deux, qui montre que 90% de l'industrie européenne peut être électrifiée d'ici 2030, avec les technologies qu'on a ou qui sont juste en phase de commercialisation. Et on est capable d'avoir le même taux de production de l'acier
Ouais. Donc on est capable d'égaliser ce genre de... Ouais, la question c'est qu'il faut installer des nouvelles usines, il faut et surtout ce qu'on oublie souvent dans la transition, c'est qu'il ne suffit pas de construire des nouveaux trucs, il faut fermer les trucs qui existent. Oui. Ça ne suffit pas d'installer des renouvelables du nucléaire si on ne ferme pas du... C'est ça. Et alors je sais que la Chine ouvre encore des centrales à charbon, mais on ferme davantage. C'est quand même, il y a un ratio qui est plus à la négative. Depuis très peu de temps. Hein. Oui, la transition énergétique, c'est un problème de flux et de stock. C'est-à-dire que le flux, par exemple, de la quantité de voitures électriques vendues dans le monde, elle augmente très très vite chaque année. Mais on part avec un stock d'à peu près 1,4 milliard de voitures thermiques. C'est ça. Donc évidemment, remplacer l'ensemble de ce parc, ça prend du temps. Même si les ventes de voitures électriques augmentent de façon exponentielle, l'année dernière, on a vendu à peu près dans le monde, 20% des nouvelles voitures vendues étaient électriques, donc 80% c'était encore des thermiques. On est sur un stock énorme, donc ça prend du temps en fait de changer l'ensemble des choses, parce qu'il faut remplacer l'ensemble du système. Et donc ça nécessite aussi de sortir des voitures thermiques de circulation. Mais fondamentalement c'est ça, donc quand les gens disent oui mais ça n'avance pas, oui mais ça prend du temps, on est sur un système énergétique qui est énorme, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Si ça pouvait se faire du jour au lendemain à très bas coût, on l'aurait déjà fait. En fait, il y a un impact, il y a un intérêt économique. Donc tout ça, ça prend du temps. C'est des dynamiques qui bougent au fur et à mesure. Et en général, quand on a passé un certain taux de pénétration d'une technologie, le système a tendance à basculer. Et en fait, les gens n'essayent plus de regarder l'inverse. Donc tu parles de l'acier. Oui, on est capable de le faire. Il n'y a pas de barrière technique. Par contre, il faut monter une infrastructure, il faut monter des nouvelles usines. Ça nécessite des investissements. Et tu es en compétition. Sur l'ancien système encore non, sur le nouveau système. Donc le nouveau système s'engendre lui-même. C'est-à-dire que si maintenant il faut construire des photovoltaïques, c'est des camions électriques qui viennent livrer du... Ouais, mais ça se fait au fur et à mesure en fait. Tu le fais à la vitesse que tu peux et donc c'est vrai. Enfin, si on réfléchit juste 3 secondes, il y a un petit truc intéressant. La transition énergétique sera permise par des énergies fossiles. Simplement parce que c'est ce qu'on utilise à l'heure actuelle. Oui, c'est notre état. Exactement. Comme l'émergence du pétrole a été permis par le fait qu'on avait du charbon, parce que c'était ça qu'on utilisait. Exactement. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc le développement technique dû au charbon a permis d'exploiter gaz et pétrole. Exactement. Très bien. Et donc gaz, pétrole et charbon nous permettent d'avoir des technologies aujourd'hui qui vont, alors si on suit ce raisonnement, engendrer les infrastructures qui nous permettent de développer davantage. Jusqu'au moment où on sera arrivé à un système dominé par des énergies non carbonées et qui s'auto-entretiendra plus ou moins, puisque ça sera notre source d'énergie principale. Mais effectivement, il y a une phase où on passe de l'un à l'autre et ça prend du temps, ça va être difficile, etc. Et donc c'est possible à la même intensité que celle qui est actuelle. Alors, encore une fois, intensité, ça dépend de quoi on parle, parce que le système fossile il est hyper inefficace, donc on n'a pas besoin de remplacer chaque unité d'énergie par chaque unité d'énergie. Donc il y a quand même quelque chose qui change complètement, mais il n'y a pas de limite. Enfin, elles sont énormes. En fait, la quantité d'énergie photovoltaïque disponible sur Terre est gigantesque. On sait qu'en caricaturant au plus, si on utilise 1 ou 2% des surfaces émergées pour installer des panneaux solaires dans le monde, on a suffisamment d'énergie pour tout le monde. Donc c'est pas un problème de disponibilité, c'est un problème de comment on construit toutes ces infrastructures, quelle est la conséquence de construire ces nouvelles infrastructures, à quelle vitesse on est capable de le faire, quels sont les freins, etc. Mais d'un point de vue physique pur, et je sais à qui tu te références, mais alors, l'argument de base, c'est que personne n'a démontré que c'était possible, mais personne n'a démontré que c'était impossible, parce que d'un point de vue physique, un joule, c'est un joule. Enfin, une unité d'énergie, c'est une unité d'énergie. Il n'y a pas de différence entre de l'énergie qui vient de l'éolien, qui vient de l'énergie solaire, parce que la raison pour laquelle on a des vents, c'est que la Terre est chauffée de façon inhomogène, c'est juste des formes d'énergie différentes et qu'on convertit différemment. Mais il n'y a rien de magique derrière les énergies fossiles, à part, et c'est pas magique, c'est juste qu'elles sont denses et elles sont concentrées. Parce que c'est des choses qui sont formées pendant très 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 longtemps. Une énergie du pétrole et du charbon, c'est de l'énergie, c'est de la photosynthèse qui s'est accumulée pendant très longtemps. C'est des centaines de millions d'années d'accumulation de végétation ou d'animaux ou de morts qui sont fossilisés, qui sont transformés au fur et à mesure. Donc on est sur des choses qui sont concentrées à un endroit donné, qui ont des quantités d'énergie par unité de masse qui sont assez élevées. Donc ça c'est un point intéressant. Le nucléaire a une densité énergétique bien plus élevée d'ailleurs. Mais sinon, il n'y a rien de magique derrière le pétrole, à part le fait que c'est une forme liquide d'énergie qui existe sous terre. Et donc la question c'est... Et donc on a développé tout un système là-dessus, et on va développer un système maintenant basé sur l'électricité qu'on peut produire sur autre chose. Ça va nécessiter des sources d'énergie qui sont peut-être moins denses, un panneau solaire. Effectivement, si on compare en termes de combien d'unités d'électricité tu peux produire par mètre carré utilisé,
Bah ouais, l'énergie photovoltaïque, c'est moins dense. Tu as besoin de plus de surface pour avoir la même puissance. Une centrale à gaz va être extrêmement concentrée. Tu auras un champ solaire, un champ photovoltaïque qui sera beaucoup plus étendu. Ça, c'est une limite physique sur laquelle on ne peut rien faire parce qu'on récupère une énergie diffuse et on en convertit. Mais c'est une limite d'espace, et l'espace ou la quantité d'espace disponible n'est pas une limite. En fait, il y en a suffisamment. Après, la question, c'est combien d'énergie on a besoin et donc combien de surface on utilise. J'espère que c'est clair, mais il y a pas, physiquement, il n'y a rien qui dit on n'aura pas assez d'énergie dans le futur. Il y a largement suffisamment de potentiel. Après, la question, c'est comment on convertit toutes ces énergies, quelle infrastructure est nécessaire, combien de métaux ça nécessite, etc. C'est ça, mais c'est à ce moment-là qu'entre en ligne de compte. Alors la Chine, qui est un cas particulier, de nouveau très fossile, mais qui développe clairement, qui fait une transformation. Donc normalement, ce qui est attendu, c'est un plateau de consommation, en tout cas des fossiles, énergie primaire, ce qui n'est pas la même chose dans l'énergie finale, on est d'accord. Et qu'en fait, ce plateau finisse par descendre, parce que déjà, il y en a un changement climatique, donc il va falloir qu'on mette les bouchées doubles, et que l'autre part s'agrandisse, la part de l'énergie provenant de l'éolien, du photovoltaïque, etc. Et éventuellement du nucléaire, si des pays se disent « Oh, c'est quoi les gars, on va mettre que des centrales », et donc que cette part augmente. Elle ne doit pas atteindre des zéros non plus, parce que je pense que dans le rapport du GIEC, on parle toujours en 2050 qu'il y a toujours une petite quantité de fossiles qui est utilisée, malgré tout. Après, il faut que les puits de carbone, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, l'idée, c'est que normalement, dans vos projections, c'est qu'on atteint un plateau et que ça s'élargit et que ça baisse. Tandis que d'autres personnes partent du postulat que, en fait, non, ça va continuer à s'empiler, parce qu'éventuellement, dans certains pays, dans certaines zones, qui sont aussi face à des contraintes, et qui ont aussi pourtant des chercheurs et des physiciens, mais que des décisions politiques peuvent faire en sorte de dire non, on va rester sur notre court-termisme parce qu'il nous convient, et qu'on retarde à demain, on a des effets de bord, on a des éphémérides du changement climatique, ouais, mais notre économie, là, direct, les gens, ils vont trop y perdre, ils sont pas prêts culturellement, et qui finissent par, en fait, continuer à se dire, c'est quoi, les gars, comme Donald Trump, drill, finalement, ils continuent à monter leur part pendant que le reste monte, mais qui continuent à pousser ce truc-là. C'est là où il faut penser, en fait, il faut penser l'OCDE et le reste du monde, et on pourrait même faire OCDE, Chine et le reste du monde. Pourquoi ? Parce que dans l'ensemble des pays de l'OCDE, ce qu'on voit, c'est que la quantité d'énergie utilisée diminue, la quantité de fossiles utilisés diminue, les émissions diminuent, en prenant en compte les importations. Parce que c'est toujours l'argument, c'est-à-dire oui, mais c'est parce qu'on a délocalisé. Non, quand on calcule en prenant en compte la quantité d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qu'il a fallu pour produire quelque chose. Donc effectivement, quand on n'a pas d'usine de production de téléphones portables en France, qu'on achète les téléphones portables venant de Chine, il a fallu utiliser de l'énergie et des matières en Chine pour produire ça. Mais ça, on peut le prendre en compte. Quand on prend en compte tout ça, la quantité, ce qu'on appelle l'empreinte énergétique des pays développés diminue. D'une, parce que les populations augmentent plus beaucoup, voire se stabilisent, voire diminuent dans plein de pays. Ouais, c'était le sujet du talk juste avant. Deux, c'est que comme la demande elle augmente plus, l'efficacité commence à jouer son rôle. C'est-à-dire que c'est plus facile de voir les effets de l'efficacité quand la demande énergétique bouge pas trop. Il y a eu un très beau rapport qui a été publié sur l'Angleterre et qui montre comment ça se joue. En fait, l'Angleterre est dans une phase où et d'autres pays commencent à y rentrer, où structurellement leur demande énergétique diminue depuis 30 ans. Alors, il y a des effets de désindustrialisation, mais il y a aussi des effets de la population augmente plus trop, l'économie performe moins et l'efficacité joue son rôle. Il n'y a pas l'AIE qui parlait qu'il y avait une demande à l'avenir et que la demande allait augmenter en matière d'énergie ? Alors, au niveau mondial, ouais, parce qu'il y a des pays la Chine par exemple, c'est un pays qui en 30 ans s'est développé de façon extraordinaire. Ce développement, on l'a dit au tout début, ça nécessite de l'énergie, donc ils utilisent plus d'énergie. Quand on est sur une phase où on a besoin de plus en plus d'énergie, effectivement, on a tendance à utiliser tout ce qui est disponible tout ce qui est disponible. Et donc, ces pays-là, ils voient encore leur quantité d'énergie fossile augmenter. Mais la Chine est quand même, la quantité d'énergie nécessaire en Chine commence à diminuer, ou la pente commence à... je crois qu'ils ont fait plus 0,3. Exactement. Et c'est ça, c'est pas les 1 ou 2% qu'ils font, donc structurellement, on sait que s'ils n'avaient pas de voiture électrique, leur demande en pétrole serait 5-10% en plus élevée. Donc on commence à voir les effets, c'est pas encore la baisse que tout le monde espère, parce que encore une fois, si on passe d'un truc qui monte, avant que ça descende, il faut que ça se stabilise et ça descend. Donc, les pays de l'OCDE, on voit des substitutions, on voit le fait qu'on utilise de moins en moins de fossiles et qu'on transforme le système. C'est pas assez rapide, donc ça, on est tous d'accord là-dessus. Et après, il y a la question pour les pays qui ont besoin d'énergie, c'est comment tu leur donnes cette énergie sans qu'elle soit carbonée. Mais encore une fois, il n'y a pas le fait de regarder les données à l'échelle mondiale, ça masque plein de choses en fait. C'est pas parce qu'à l'échelle mondiale,
les émissions continuent à augmenter. Quand on désagrège un petit peu, et encore une fois en prenant en compte les échanges, les émissions elles augmentent dans certaines régions et elles diminuent dans d'autres. Et la question c'est comment on fait en sorte que vraiment ça diminue au niveau total. Et donc juste dire, regarder une courbe qui monte au niveau mondial et dire il n'y a pas de transition énergétique, certes, mais on ne peut pas demander la même chose à l'Inde qu'à la France, puisque un Indien moyen, entre guillemets, il a encore 5 fois moins d'énergie à sa disposition qu'un Français moyen. Donc on peut pas attendre les mêmes résultats. Et d'ailleurs, quand on regarde les scénarios, c'est souvent oublié, où les NDC, les Nationally Determined Contributions, il est prévu une sorte d'équité aussi là-dedans. C'est-à-dire que la Chine a plus de temps pour décarboner que l'Europe, parce qu'ils sont encore en phase de développement et qu'on ne peut pas tout faire en même temps. L'Inde, je ne sais plus, c'est 2060, je crois, ça cible pour net zéro. En France, ça doit être 2050, voire même avant. Donc, c'est pris en compte aussi le fait qu'il y a une responsabilité différenciée. L'Inde est beaucoup moins responsable du changement climatique que les États-Unis. Ils ont moins de moyens techniques et financiers surtout pour décarboner leur système tout en l'augmentant. Et donc, il faut regarder à l'échelle un peu nationale ce qui se passe vraiment. Et quand on regarde à ce niveau-là, il y a des transitions énergétiques. Et le système énergétique, il est tout le temps en transition. On n'utilise plus beaucoup de chevaux pour se balader en Paris. On utilisera de moins en moins de voitures thermiques. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que la voiture électrique s'est développée avant la voiture thermique, historiquement. Oui. Et ensuite, hop, ça a pris le dessus pour plein de raisons qui, d'ailleurs, ne sont pas que techniques, sont principales. Enfin, il y a eu le fait que les batteries n'étaient pas assez performantes il y a 150 ans, c'est clair. Il y avait des barils de pétrole à vendre un peu, non? Exactement. Il y a aussi du certain lobby. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de transports en commun aux États-Unis ou pas beaucoup de trains? Parce que les industries automobiles, exactement, ont acheté les trucs et les ont fait fermer pour vendre des voitures. Donc, le lobby était très puissant à ce niveau-là, alors que c'était faisable déjà à l'époque. Donc exactement, et on arrive à ton point où il n'y a pas d'impossibilité physique. D'un point de vue physique, on peut dessiner un système sans brûler de fossiles. La question, c'est que ça devient une question sociale, une question politique, de volonté, etc., une question de déblocage des investissements. Et d'un point de vue, je trouve ça assez étonnant que certaines personnes disent physiquement c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est pas une impossibilité physique, on peut le faire. C'est plein d'autres blocages qui viennent. Si c'était que des physiciens qui contrôlaient le système énergétique, on l'aurait déjà fait, entre guillemets. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'un physicien, c'est pas construire un pylône électrique, enfin pas moi en tout cas. Et donc on a besoin de bien plus de choses que juste des physiciens. Je sais pas si c'est très clair, mais... Si, c'est super clair, et ça permet de davantage mieux comprendre un petit peu les schémas de croyance et surtout comment les trucs se confondent, parce qu'on a une inconnue sur l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer politiquement sur beaucoup de choses? Est-ce qu'on aura suffisamment de temps, en espérant que les sociétés humaines ne soient pas trop décontenancées par le changement climatique qui empêcherait de prendre des décisions? Et moi, c'est peut-être un petit peu ça qui est le plus grand flip. Souvent, on me pose cette question en me disant, Vince, est-ce que tu crois à la transition énergétique? Et moi, je dis, je crois qu'elle est faisable. Mon schéma de croyance, c'est que je pense qu'elle est faisable. Mais je pense que quand un pays encaisse de plein fouet des événements dus à des sécheresses et des baisses de rendement, que notre court-termisme intrinsèque à notre espèce humaine va nous amener à vite, faut qu'on retourne à l'état où on était avant, et que on élise des politiques ou des politiques qui se mettent en place en mode bon, on va faire voilà, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. On va continuer à creuser, on va pas trop vite changer ça. Et c'est quand je vois les ralentissements un peu de certaines politiques. En Belgique, on a, par exemple, pour Bruxelles, il y avait des lois sur l'interdiction des voitures électriques, l'interdiction des voitures thermiques. Finalement, elle était postposée à plus de 10 ans, alors que les gens avaient déjà 10 ans pour changer. C'était mis à plus tard encore. Et donc là, je me dis, j'espère, et on voit un peu le détricotage du Green Deal. J'ai l'impression qu'il risque d'y avoir un conservatisme qui va dire non, on fait comme avant, qui va peut-être en fait nous saisir dans 20-30 ans en se disant ok, on accélère, on fait un grand plan à l'échelle internationale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. L'accélération. On rentre dans une période depuis l'élection de Trump, mais aussi ce qui se passe dans plein d'autres pays, où le sujet climatique va être beaucoup plus compliqué. Donc on rentre dans une période où on va avoir le vent de face quand même pour le climat. Parce que si on avait 150 ans pour le faire. Alors exactement. Et c'est de génération en génération, c'est imperceptible. Exactement. Donc c'est effectivement, et c'est aussi là-dessus que je voulais revenir. Quand on dit qu'il n'y a jamais eu de transition dans le passé, on n'a jamais eu affaire à un défi tel que le changement climatique. C'est quand même, a priori, d'un point de vue historique, la première fois où on a réussi à changer autant le climat de notre planète. Et qu'on a une augure comme ça devant nous, en fait. Exactement, et qui en plus bouge extrêmement vite. Ça peut paraître lent année sur année, mais le changement climatique, il est déjà là, les effets sont déjà hyper prononcés. Donc c'est la première fois dans l'histoire où en fait on n'a pas trop... Enfin, c'est une question de survie quasiment pour l'humanité de décarboner, parce que sinon on sait qu'à plus 3, plus 4 degrés, il y aura toujours une humanité, les gens ne vont pas disparaître,
c'est pas les mêmes conditions de vie quand même. Donc on est quand même sur il y aura des zones qui deviennent inhabitables. Donc on est sur un problème qu'on n'a jamais eu dans le passé, qui est qu'on a vraiment un truc au-dessus de nos têtes qui est quand même assez dramatique et que si on n'agit pas, il va se passer plein de choses. Et donc l'histoire, c'est toujours très intéressant de regarder, d'apprendre plein de trucs, ça peut nous permettre d'être plus efficaces, etc. Mais il n'y a pas de contexte historique équivalent. Et on sait que quand il y a parfois des situations extraordinaires, la guerre la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, quand on regarde toutes les courbes de développement, de production de plein de trucs qu'on n'aimerait pas forcément produire, des chars, des avions, etc., des bombes, c'est assez impressionnant. Voilà, et parce que les gens ne se sont pas posé la question si c'était possible ou pas. Ils ont construit le maximum de bombes, le maximum de chars, le maximum d'avions pour aller faire la guerre. C'est un peu l'esprit qu'on devrait avoir dans certains cas, pas de construire des bombes, mais pour le climat, de dire il faut faire le plus possible. Et on se posera les questions un peu philosophiques différemment. Enfin, un peu plus tard, tu vois, une fois qu'on aura résolu le changement climatique, on aura largement le temps de faire d'autres trucs, on aura d'autres problèmes à gérer. Bref, l'autre chose qui est intéressante, c'est cette notion de contexte politique, c'est-à-dire que la transition énergétique, c'est pas un problème technique. Enfin, c'est un problème technique, mais c'est un problème technique qui peut se résoudre que si tu as un contexte politique, social qui le permet. Partout sur Terre et qu'on casse un peu les barrières. Ouais, on peut se poser la question. Je pense que je pense que quand tu as des pays qui montrent vraiment l'exemple, oui. Ça peut montrer. Les États-Unis sont un exemple hyper intéressant parce qu'on a eu Biden qui était extrêmement pro-climat et qui a fait plein de trucs, et le Inflation Reduction Act, qui est intéressant parce que c'est la loi la plus ambitieuse pour le climat qui a jamais été votée, donc c'est extrêmement bien. En parallèle, les États-Unis n'ont jamais produit autant de gaz et de pétrole que ces dernières années. Donc il y a une sorte de dualité aussi au niveau des États-Unis, mais ils ont montré ils sont capables de mobiliser cet investissement et de transformer leur système, et c'est impressionnant ce qui se passe de ce côté-là. Inconnu maintenant, c'est que aux États-Unis, tous les 2-4 ans, le régime politique change, pas le régime politique, mais le parti au pouvoir change, soit dans les midterms, soit dans les présidentielles. On a Trump qui arrive, qui est plutôt climato-sceptique. Au moment de ce tournage, bien sûr. Ouais, voilà, donc il prend son poste dans quelques jours. A priori, le climat ne va pas être sa priorité, et c'est plutôt de la partie économique sa priorité. Et il se trouve que les États-Unis ont des réserves de gaz et de pétrole énormes et qu'ils vont essayer de les exploiter le maximum. Donc on a un problème en ce moment. L'Allemagne va y avoir une élection bientôt. L'extrême droite est quand même plutôt populaire, on verra ce qui se passe, mais c'est pas top. La France est dans une situation politique où il se passe pas grand-chose. Enfin, le Brésil venait de sortir d'une grosse période où c'était pas non plus facile pour le climat. Donc il y a plein de choses au niveau politique qui tournent pas dans le bon sens malheureusement, et qui posent une question de comment on dépolitise la question climatique. En fait, comment on trouve un front commun entre alors sans aller parler des extrêmes, mais droite et gauche devraient avoir quand même un intérêt commun à agir pour le climat, parce qu'en fait, quel que soit l'angle sur lequel on regarde le climat, qu'on soit de droite ou de gauche, il y a forcément un intérêt à agir, parce que soit c'est intéressant d'un point de vue économique, soit c'est d'un point de vue intéressant social. Il y a très peu de raisons pour ne pas agir. L'autre chose sur laquelle je voulais rebondir qui est intéressante, c'est est-ce que... Il y a deux façons de voir les choses, j'en sais rien. Est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de chocs, ça va tendance à nous dire on va continuer à utiliser ce qu'on a parce qu'on est capable de construire des infrastructures et de s'adapter avec ce qu'on a? Ou est-ce que ça va réveiller, au contraire, et faire agir plus vite? Ce qu'on observe aux États-Unis de plus en plus, et ça va être extrêmement prononcé avec les feux qu'il y a en ce moment à Los Angeles, c'est que les assureurs et les réassureurs commencent à vraiment voir un problème au niveau de leur business. Et à partir du moment... Donc les assureurs, c'est ce que nous, on souscrit pour assurer notre maison. Les réassureurs, c'est ceux qui les assurent eux-mêmes. Si les réassureurs commencent à dire ces régions-là, et il y a des régions déjà aux États-Unis, les assureurs ne veulent plus aller assurer des maisons, c'est une force énorme en fait. On aura plus à y gagner si on fait autre chose pour améliorer la situation, pour la stabiliser. Exactement, et ça va... La crise sur les assurances, ça va être de plus en plus prononcée, au plus il y aura des dégâts. Tout le monde peut y perdre en fait. Exactement. Et une fois que les assureurs ne veulent plus faire jouer leur rôle, c'est les États qui jouent. Et donc au bout d'un moment, il y a vraiment une question économique. Ça va nous coûter trop cher de toujours reconstruire tout ça. Et est-ce qu'on ne devrait pas faire autre chose? Il y a deux théories. Je pense quand même qu'on voit, l'État de Californie a fait des annonces, etc. récemment. On verra sur le long terme. Mais je pense que quand on commence à être vraiment touché par ces effets-là, on commence à se poser plus de questions, j'espère. Et en fait, comme les effets vont devenir de pire en pire, parce que le climat continue à changer, on risque. C'est difficile de passer sous silence la question climatique. Donc on verra. J'ai pas de recette magique. J'espère que la partie vraiment... Le fait que les effets climatiques soient de plus en plus visibles fasse qu'au bout d'un moment, il y a une question transpartisane qui est peut-être que même Trump va devoir faire des trucs pour l'adaptation au changement climatique.
à voir. Mais ça pose une vraie question. On vit dans un contexte politique en ce moment où les 4 prochaines années ne sont pas très favorables pour le climat. Et donc il faut trouver d'autres arguments pour continuer à faire avancer le système. Greg, on va faire une partie 2 plus tard. Merci, je vais te réinviter pour parler de fusion nucléaire, pour encore approfondir tous ces sujets. Ça le mérite. Donc on se reverra certainement. On le reverra sur la chaîne. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant que tu prennes ton train et que je prenne mon train aussi, parce que j'ai un train dans 30 minutes, si j'y arrive. La dernière chose, et ça va être très court, c'est que quand on regarde un scénario de transition énergique, on a une belle courbe. On passe d'un système à avoir une courbe qui descend, par exemple la quantité des énergies fossiles, la quantité d'énergie renouvelable qu'on installe. Sur le papier, c'est très lisse, c'est très beau. Linéaire, oui. La transition énergétique, et on est en plein dedans là, ça va être extrêmement difficile, ça va être plein de compromis et de parfois un pas en arrière, 2 pas en avant, etc. Et il faut vraiment qu'on en parle de plus en plus. C'est ce qu'une chercheuse aux États-Unis appelle la mid-transition. C'est gérer en fait cette transition entre un système qui était établi et un autre. Et parfois, ça va demander de se poser des vraies questions, de faire un pas en arrière, etc. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on en parle de plus en plus, parce que ça va être dur, hein, la transition énergétique, faut pas se mentir. Même si on arrive, même s'il n'y a pas d'impossibilité physique, c'est extrêmement dur. Il va y avoir des gens qui vont gagner, des gens qui vont perdre, etc. Et donc ça, c'est un truc sur lequel nous, on travaille énormément et sur lequel je pense que c'est important de vraiment réfléchir. Parce que sinon, à chaque choc ou à chaque retour en arrière, on va dire « Ah ben non, c'est pas possible ». Non, il faut se préparer au fait que ça sera une course à très très longue durée avec plein de pics à aller passer. Et avec des effets de bordure aux limites planétaires. Exactement. Merci Greg. Avec plaisir, merci. Porte-toi bien, je mettrai tous les liens bien sûr en description. Likez, commentez, abonnez-vous. Dites-nous le fond de votre pensée, ce que ça vous a justement inspiré. Et si jamais vous voulez nous aider pour continuer ces vidéos, n'hésitez pas. Le lien du Tipeee, c'est en bas. C'est vous les producteurs exécutifs de cette chaîne. Merci du fond du cœur pour tous ceux qui nous aident. Partagez la vidéo et à bientôt sur Limite. Ciao tout le monde.